Voilà, l'invité de ce soir, c'est Guillaume Michel, mais pour l'instant, il va garder le silence, puisque j'ai un petit éditorial à vous lire qui va durer 4 minutes. Et après on démarre. Il n'y a pas de photo, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'émission s'appelle Faut-il en finir avec la franc-maçonnerie? Le compas dans l'œil, pardon, le compas, virgule, l'œil, la recherche de la vérité cachée derrière les apparences, un soupçon de magie, du mystère, des codes, des rubans, des robes, un décor égyptien et quelques rites. Depuis 1717 ou 1723, ou bien depuis le roi Salomon, allez savoir, la franc-maçonnerie est un monde à part sur lequel circulent des légendes noires ou ridicules. Chacun en a entendu parler, chacun soupçonne un autre dans son entourage d'en être peut-être, et il y en a même devant leur écran en ce moment. Je suis au courant de tout. S'il y a tant de rumeurs, de hoax, de théories du complot autour des activités des francs-maçons, c'est un petit peu leur faute quand même. Car leurs ambitions sont élevées. Leurs objectifs concernent la société dans son ensemble, et la liste de leurs membres est inconnue. Avec ces ingrédients, on peut construire une histoire qui les érige en héros, en chandelles résistant aux ténèbres du monde, mais c'est aussi très facile de les imaginer en méchants comploteurs, avides de pouvoir, aux commandes des banques et des médias, détenteurs de petits secrets, qui prennent en otage tous les personnages publics, depuis les politiques jusqu'aux moindres petits youtubeurs. Laissons ce soir de côté les fantasmes à base de culte satanique ou d'organisation de la Révolution française, pour plonger un peu dans l'histoire réelle, archivée, de la franc-maçonnerie française et de ses rapports avec le rationalisme, puisque nous sommes ici, vous l'aurez remarqué, sur une chaîne qui se réclame du mouvement, qui promeut la raison et les sciences. Il se joue, peut-être, dans ce milieu codifié, complexe et opaque, des conflits autour de la place du symbolisme, de la transcendance et d'un certain gadelu, on vous dira ce que c'est, que nous évoquerons tout à l'heure. Il existe des courants contraires, des sensibilités contrastées et des loges en désaccord, voire en conflit sur ce qu'il faut croire pour être un bon franc-maçon. Il y a le bon franc-maçon, puis il y a le mauvais franc-maçon. On essaiera de voir les avis là-dessus. Autrefois, des personnages illustres du monde des sciences passaient à travers les degrés et irriguaient les loges de leur pensée en avance sur les connaissances établies, mais est-ce toujours le cas? En ce 21e siècle, mesdames et messieurs, la franc-maçonnerie contribue-t-elle à illuminer la pensée ou se replie-t-elle sur la pensée magique où l'on se délecte que l'obscurité couvre notre ignorance et la peur qu'elle nous inspire? L'auteur du livre Rationalisme et franc-maçonnerie, guerre d'influence, est mon invité ce soir. J'ai trouvé le livre très riche, très sourcé. En bonne partie, c'est une longue collection de noms des membres et des courants qui existent au sein de la franc-maçonnerie, avec un peu d'analyse. Et il décrit dans les coulisses les luttes d'influence très intenses entre deux grandes familles intellectuelles, les spiritualistes et les rationalistes. Je dois souligner, avant qu'il arrive dans 10 secondes, quelques détails. Je ne connais pas l'auteur de ce livre. Son nom est un pseudonyme. Son livre est publié à compte d'auteur, donc il n'y a pas d'éditeur avec qui je pourrais être en contact. Sa voix ce soir sera modifiée, parce qu'il tient à son anonymat, pour des raisons qui lui appartiennent. Ce sont d'excellentes raisons de se montrer très prudent, de douter, de garder de la distance avec ce qui va être dit, mais entre nous se dit, cela doit être notre attitude habituelle. On doit tout le temps se comporter comme ça. Donc, nous ne sommes pas dépaysés. L'invité de ce soir, il n'aura pas de visage, il n'aura pas de voix. Et donc on pourra s'en méfier. C'est pas pour ça que ce qu'il dit est faux, ni que ce qu'il dit est vrai. Vous pourrez normalement, il va fournir les moyens de vérifier ce qu'il nous dit. Comme toujours, on se retient de porter un jugement en l'absence de très bonnes raisons de porter ce jugement. C'est l'heure d'accueillir Guillaume Michel. Bonsoir Guillaume. Et c'est là qu'il doit rallumer son micro. Bonsoir Thomas, est-ce que vous m'entendez? Eh bien oui, je vous entends Guillaume. Bienvenue. Parfait, Un merci. commentaire sur le petit éditorial? Est-ce qu'il y a des choses fausses? Eh bien écoutez, non, comme d'habitude, c'est un éditorial de qualité supérieure, donc On le dira après. félicitations. Donc, je rappelle le livre. Il est gros. Il est à quel tarif, ce livre? 32 euros. 102 euros? 32 euros. 32 euros. Oui, voilà. Donc, alors, on va d'abord parler un peu de vous. Bon, vous voulez garder votre pseudonymat, j'entends bien, mais
quand même, vous êtes auteur d'un livre, on vous invite, il faut quand même qu'on sache un petit peu qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on peut en savoir? Eh bien, écoutez, je m'appelle Guillaume Michel. Je suis un ancien croyant et je suis devenu rationaliste. Donc, effectivement, je ne peux pas en dire plus sur moi, à part qu'effectivement, comme vous l'avez dit, je viens de sortir un ouvrage sur la franc-maçonnerie. J'ai mis plus de 3 ans à l'écrire et tout ça basé sur une accumulation pendant une quinzaine d'années de milliers d'archives. Donc 15 Donc, ans. voilà sur moi. Voilà. Et les archives, malheureusement, c'est que moi, je lis des choses, je vois des noms. Moi, je ne suis pas en mesure d'aller vérifier si François Johannes Corneloup a bien dit ça en 54. Enfin, du coup, on fait confiance à l'auteur, mais c'est comme dans tous les livres. Mais voilà, il y a une collection. Pourquoi avoir... parce que ce soir, on va éviter de faire une collection de noms. C'est à la fois une des forces du livre, et en même temps, c'est un peu réparatif, c'est qu'il y a beaucoup de pages où on a toutes ces listes. C'était important de nommer ces gens? Ah, tout à fait. Alors, tout d'abord, il faut savoir que toutes les personnes qui sont francs-maçonnes dans mon livre, toutes les personnes vivantes, aucune, je ne dévoile Oui. comme quoi elles sont francs-maçonnes sans leur accord ou si c'est pas public, etc. Ça, faut bien préciser. Du coup, dans mon livre, il y a une dizaine de personnes dont je tais l'appartenance maçonnique. Oui. Voilà, ça faut bien. On va parler un peu des, Voilà, des règles du jeu tout à l'heure. Mais voilà, mais le fait c'est ça. d'avoir tous ces noms, c'était important pour vous, qu'on Oui, puisse les voir. parce que Pourquoi? alors la plupart de ces noms, c'est des noms de personnes qui sont décédées, hein. Oui. Et en fait, c'est important parce que pour pouvoir faire en fait une histoire en fait du mouvement maçonnique et rationaliste. Et comme j'avais la documentation, comme j'avais toutes les archives, en fait, c'est comme une mise à disposition de tous ces archives pour que l'historien ensuite puisse en faire ce qu'il veut. Oui. Voilà. Donc là, vous livrez une somme, et d'ailleurs, ça méritera d'autres analyses peut-être dessus. Mais après, bon, l'angle principal, c'est ces deux grandes familles. Mais avant d'arriver là, on va parler No- un peu de la... Pardon, oui. Notamment, je cite beaucoup de francs-maçons qui sont membres de l'Union rationaliste. Voilà, on va en Et parler. l'Union rationaliste, son histoire n'a jamais été faite ou très rapidement. Donc c'est pour ça que là, je donne beaucoup de noms, etc., de biographies, pour qu'un futur historien, s'il veut, il puisse se baser dessus pour ensuite développer son histoire. D'accord. Alors, la franc-maçonnerie, la plupart des gens qui nous écoutent ne sont pas membres, hein. Qu'est-ce que c'est, en deux mots? Ah, bonne question. Merci. En fait, il y a plusieurs définitions. Donc là, je vais pas faire un cours général sur la franc-maçonnerie. Bon, après, n'importe qui peut aller sur Wikipédia ou autre, hein. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous donner quelques définitions. Mais en gros, la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est un espace de sociabilité sélectif qui recrute leurs membres par cooptation et qui pratique des rites initiatiques. Ou encore, on peut dire que ce sont des associations essentiellement philosophiques et philanthropiques, avec un système de morale illustré par des symboles. Mhm. Voilà. Mais je pense que le mieux, c'est de demander aux francs-maçons eux-mêmes ce qu'ils disent de la franc-maçonnerie. Et donc, généralement, en France, les francs-maçons vous diront que la franc-maçonnerie est une société initiatique, discrète, à secret. Donc, il y a 3 points principaux. Initiatique, discrète, à secret. Donc, je vais développer un peu. Donc, le premier point, c'est initiatique. Donc, c'est-à-dire que pour entrer en franc-maçonnerie, il y a des rites d'initiation. Deuxième point très important, discrète. En effet, la franc-maçonnerie n'est pas une société secrète. Elle est juste discrète. Les loges en France sont d'ailleurs déclarées et organisées en association loi 1901. Oui. Si vous allez en préfecture au service des associations, vous pouvez trouver le nom du président, secrétaire et trésorier des loges. Et on dit souvent pour les sectes, c'est facile d'y entrer, c'est très difficile d'y sortir. La franc-maçonnerie, c'est l'inverse. Oui. C'est plus compliqué d'y entrer et c'est très facile d'y sortir. Une simple lettre de démission suffit. Et le troisième point de la définition, c'est à secret. C'est-à-dire que généralement, on considère qu'il y a 3 secrets en maçonnerie. Premièrement, c'est le secret d'appartenance. Donc un frère peut dire qu'il est franc-maçon s'il le veut, mais il ne peut pas révéler le nom d'un autre frère. Oui.
Deuxièmement, c'est le secret des travaux. Donc c'est le secret de ce qui se passe en loge. Ce qui se passe en loge reste en loge. Comme ça, il y a une liberté d'expression totale. Et troisièmement, c'est le secret de l'expérience initiatique. Donc l'initiation est tellement quelque chose qui marque le nouvel initié, un peu comme un baptême, que cette expérience est unique et incommunicable. Donc, si Voilà, jamais vous êtes franc-maçon, vous avez le droit de nous le dire. tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut vous poser la question? Parce que dans le chat, Ah bah oui. ça a été posé. Alors, êtes-vous franc-maçon? Alors, est-ce que mes frères me reconnaissent comme tel? C'est fort possible ou pas du tout. Laissons planer le mystère, je laisse nos auditeurs le deviner. En tout cas, actuellement aujourd'hui, je préfère me déclarer profane. D'accord. Voilà. Alors, il y a des récits autour de la franc-maçonnerie, il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de trucs, machin. Est-ce qu'il y a un lien? Parce que bon, on a évoqué la création 1700 quelque chose, 17, 23, les sources diffèrent là-dessus, Oui. créée en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, à cette époque-là. Mais il y a des revendications, notamment dans le courant spiritualiste dont on va parler, de liens avec les bâtisseurs des cathédrales, avec l'Égypte et les pyramides, voire Salomon, voire Adam et Ève, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire qui serait vrai? Alors, ce qui est vrai, c'est que la franc-maçonnerie a été fondée en Angleterre en 1717 par des pasteurs protestants, anglicans. Et la recherche historique a montré que la franc-maçonnerie n'a aucun lien historique avec les confréries de bâtisseurs de cathédrales. Et donc encore moins avec les Templiers, encore moins avec les Égyptiens, avec Adam et Ève, tout ça c'est du bullshit. Par contre, la franc-maçonnerie a emprunté certains des symboles, voire une partie du rituel des confréries de bâtisseurs de cathédrales, mais c'est tout. Voilà, Donc concrètement, il n'y a aucun lien. ok. Voilà. On va en reparler sur le fait que le symbolisme est au cœur et que, en fait, toute la question est là. On va y revenir à la fin, c'est que le symbolisme Ouais. est tellement dans l'ADN de la franc-maçonnerie que les rationalistes que nous sommes, le symbolisme, enfin, moi je ne suis pas franc-maçon, je peux vous le dire, ça m'intéresse peu. Enfin, alors, c'est intéressant pour l'auteur que je suis, en tant C'est qu'écrivain, c'est faux, je super. vous ai vu en loge. Pardon? Monsieur Thomas, je vous ai vu en loge. C'est faux, je vous ai vu en loge. Vous m'avez vu? Oh, je rigole, je rigole. Non, 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 c'est pour troller Alors, un je peu peux là. révéler que j'ai assisté. Alors, c'est une lecture blanche, j'ai pas le vocabulaire. Une tenue blanche. Une tenue Une tenue blanche. blanche. Je suis allé faire une petite conférence voilà, pour découvrir un peu comment c'est fait. Et c'est vrai qu'il y a un décorum, etc. Il y a des parties auxquelles j'ai pas accès parce que profane. Et ça me dérange pas, mais je me sens pas proche de ce type de fonctionnement. Le côté rituel, ça n'a jamais été mon truc. Et je pense que les rationalistes, voilà, on a, je crois, tendance à pas être tellement client de ce type de fonctionnement. Ce qui fait qu'il y a peut-être, voilà, il y a sûrement, il y a des conflits de sensibilité au sein des loges, mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on explique aux gens, il n'y a pas la franc-maçonnerie, il y a des loges, il y a des obédiences, pardon. Obédience, voilà, tout à fait. Alors, on va parler de la France, et Oui, en quelques c'est. mots, parler des principales obédiences qui existent et de leurs spécificités. Voilà. Comme ça, après, on aura dressé un petit peu l'état des lieux, on pourra parler un peu du contenu. Ok. Donc, tout d'abord, il faut faire une précision. Il y a une différence entre la franc-maçonnerie en France et dans les pays latins et la franc-maçonnerie anglo-saxonne. Dans les pays anglo-saxons, 90% des francs-maçons appartiennent à des obédiences maçonniques où la croyance en Dieu est obligatoire. Alors, on va rester sur la France parce que Oui. c'est mon sujet et puis voilà, sinon on aurait pour des heures. Donc, la principale obédience, c'est le Grand Orient de France. Et cette obédience, avec le temps, elle a évolué. Et en 1877, l'obédience du Grand Orient de France supprime l'obligation de la croyance en Dieu et en l'immortalité de l'âme. Donc, en quelle Donc ça, année c'est ça? très important. En 1877. D'accord. Notez les Voilà. gens pour si vous voulez faire un bingo de numérologie. Voilà, ça peut être sympa. Donc actuellement, si vous voulez, je vais vous présenter les principales obédiences en France actuellement. Quelqu'un pose la question, parce que des fois Ouais, j'ai des absences. La présence des femmes, on en dira un mot, mais oui, initialement les femmes ne sont ouais. pas acceptées, c'est ça? Non, tout à fait. Alors au XVIIIe siècle, il y avait des loges d'adoption, on appelait ça.
Mais oui, c'était pas vraiment de la franc-maçonnerie, quoi. C'était vraiment, on les mettait elles faisaient une petite réunion entre elles, Ouais, avec un franc-maçon qui les dirigeait, mais voilà, ouais. c'était pas vraiment de la franc-maçonnerie, C'était quoi. C'était Tupperware plus avant des, l'heure, entendu. voilà. Donc, actuellement, en France, en tout cas, la première obédience en ancienneté et en nombre de membres, c'est le Grand Orient de France. Actuellement, il y a 50 000 membres. Donc, c'est une obédience adogmatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de croire en Dieu. Et c'est une obédience mixte depuis uniquement 2010. Donc, c'est-à-dire qu'il accepte les femmes. Donc, c'est très récent. Depuis avant 2010, il n'y avait pas de femmes dans le Grand Orient de France. Non, Vous du êtes un tout. chien, pardon, mais quand même. Ok. Alors, il y en avait une ou deux, mais parce que c'était des hommes qui ont transitionné. Mais bon, on va pas Bon, c'est encore autre chose, c'est pas le sujet du partir jour. là-dessus. Ouais, D'accord. voilà. Ensuite, la deuxième obédience, c'est la Grande Loge de France, Mhm. qui est née en 1894. Actuellement, ça a 35 000 membres, et c'est une obédience déiste. C'est-à-dire qu'il y a obligation de croire à un Gadlu. Donc, Gadlu, c'est le Alors, grand Gadelu. architecte de Voilà. l'univers. Alors, pardon, parce que moi, Gadelu, je l'ai vu dans le bouquin, Gadelu, mais de quoi ça parle? Et j'ai fini par remonter au début du bouquin où il y a un descriptif des acronymes. Et Voilà. Gadelu, Ah oui. grand architecte de l'univers. Ah, ben oui, suis-je bête. Voilà. Donc, Gadelu, Oui. sachez-le, moi, tôt ou tard, il y aura un Gadelu dans un de mes romans, hein. Ça sera son nom. Et- Parce que c'est trop rigolo. Pardon, voilà, je me moque un petit bon, peu voilà. du Donc, ça, c'est décorum. ouais. Donc, ça, c'est la deuxième obédience, et elle est non mixte. Non Ensuite, la mixte. troisième, c'est la Grande Loge nationale française, qui est née en 1913, et elle a actuellement 30 000 membres. D'accord. Mais je reviens parce que du coup, j'ai sous les yeux une petite liste. Les loges qui sont déistes, donc celles qui ne sont pas, enfin qui sont dogmatiques, elles sont jamais mixtes en fait. Quand je Non, regarde. tout à fait. C'est marrant Les loges, de enfin, voir les obédiences, que le déisme ou le théisme va de pair avec les femmes n'ont pas leur place. C'est un schéma récurrent, je trouve. Je le place comme ça. Voilà. Passons à oui. autre chose. Après, il y a des micro-obédiences théistes qui sont Oui, mixtes. d'accord. Mais il y a 600 personnes, quoi. C'est une petite obédience. Ouais. Voilà. Donc la troisième que je viens de citer, elle est théiste, et c'est la seule reconnue par la Grande Loge unie d'Angleterre. La Grande Loge Unie d'Angleterre, c'est quoi? En gros, l'obédience mère, c'est eux qui ont créé la franc-maçonnerie. Donc c'est un peu D'accord. Et eux, la mère, en fait, de toutes les et obédiences, quoi. ils reconnaissent pas les deux loges principales françaises. Non, ils reconnaissent que la troisième. Bon, c'est leur droit, Puisque hein. pour eux, il faut obligatoirement croire en Dieu. Ah, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, entendu. Voilà. Il y a un Dieu théiste, hein, pas déiste. En plus. Oui, mais bon, Voilà. nous en France, voilà, on a cette particularité qu'on est un pays particulièrement peu croyant. Ouais. Ensuite, la quatrième, c'est une scission de la troisième. Moi, j'en parle pas. Et j'en cite deux autres parce que c'est important. Donc, on a la Fédération du droit humain, qui est née en 1893, qui a actuellement 17 000 membres. Et c'est une obédience mixte et adogmatique. Donc, elle est mixte. Donc, c'est hommes et femmes. Oui. Voilà, donc ça, c'était une petite révolution. Et la dernière qu'on va citer, c'est la Donc, Grande Loge pardon, féminine de elle France. était mixte à partir de sa création, celle-ci? Oui, c'est ça. C'était la Ah volonté, ouais. c'était Donc, l'originalité, on va dire. 1893, donc elle a Ouais. 127 ans d'avance sur la Grande Loge principale de France. Ouais, c'est bien. Sur le Grand Orient de France, tout à fait. Ouais. Et ensuite, donc la sixième qu'on va citer, c'est la Grande Loge féminine de France, qui est née en 1952, qui a 14 000 membres. C'est une obédience adogmatique et exclusivement féminine. Donc il n'y a que des femmes. Donc c'est la seule adogmatique non mixte, parce que là, ils prennent que les femmes. Donc, elles prennent que les Ils femmes. prennent que les femmes. Voilà. D'accord. Bon, du Et coup, alors, oui, pardon. en tout, Voilà. actuellement en France, il y a 175 000 francs-maçons. 50% dans des obédiences adogmatiques, 23% dans des obédiences déistes et 27% dans des obédiences théistes. D'accord. Voilà. Donc, a priori, C'est le schéma général. Voilà. a priori, il y a de la place pour le rationaliste, puisque
à part le théisme, même le déisme est compatible avec le rationalisme, tel que je le conçois en tout On est cas. d'accord. Donc il y a de la place pour Ouais. ça. Alors évidemment, dans ces loges, c'est Comenius et Cortex, on est là pour tenter de conquérir le monde, je suppose. Qu'est-ce qu'on y fait pour conquérir le monde, ou pas, ou autre chose? Eh oui. C'est quoi le Qu'est-ce qu'on y projet? fait? Pardon, on n'a pas dit. Le projet, Oui. c'est Quel est le quoi? but? C'est ça, Oui. ouais. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on y fait en loge? Effectivement, c'est une bonne question. Ça dépend des obédiences. Mais en gros, en règle générale, les formations, ils se rassemblent 2 fois par semaine. 2 fois par mois, pardon, excusez-moi. Oui. Et ces réunions, on appelle ça des tenues. Et donc, lors de ces tenues, il y a toute une cérémonie, un rituel codifié. Et souvent, à la fin, il y a ce qu'on appelle une planche, c'est-à-dire une sorte d'exposé, de conférence qu'un frère fait sur un sujet. Donc, les 3 quarts du temps, c'est un sujet sur le symbolisme. Oui. Par exemple, le symbolisme maçonnique, l'équerre, le compas, etc., etc. Bon. Par contre, contrairement aux obédiences théistes, les obédiences adogmatiques font aussi souvent des planches sur des sujets sociétaux. Par exemple, la fin de vie, l'euthanasie, la laïcité, etc., etc. Alors, quel est le but de tout ça? Voilà. Le but de tout ça, c'est ce qu'on appelle tailler sa paire brute, c'est-à-dire, en fait, s'améliorer. Et donc, s'améliorer soi-même pour améliorer la société. Voilà. D'accord. Bon. C'est C'est un ça le vrai projet de but final. C'est pas de développement dominer. personnel. Voilà, c'est pas de dominer le monde ou de faire je ne sais quoi. Non, mais ça pourrait, ça pourrait. On pourrait. On a vu des gens qui. D'accord. Et donc, ces planches, voilà, c'est des mini-conférences, des mini-séminaires, enfin, Voilà, des qui dure exposés. 20 minutes. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, on a évoqué l'Union rationaliste. Alors, en France, elle est créée en 1930. Oui. Il se trouve que elle a, dès son origine, des zones de contact plus ou moins grandes avec la franc-maçonnerie. Donc ça montre bien, et vous allez nous dire dans les détails, qu'il y a un lien entre les mouvements rationalistes tels qu'ils existent en France, euh, à ce moment-là, et la franc-maçonnerie. Donc il s'est passé quoi à cette époque-là? Pourquoi à cette époque-là, il y a eu ce type de mouvement, et quels sont les vrais liens avec la FM? En fait, on peut dire que l'émergence d'un mouvement rationaliste en franc-maçonnerie est une anomalie. Oui. Mais ça s'est développé en France, et le Grand Orient de France notamment a suivi son époque. Hein. Et donc, déjà, le fait de plus obliger à croire en Dieu et en l'immortalité de l'âme, en 1866, ça a été un grand pas. Et du coup, en fait, alors je le démontre dans mon livre, là je ne peux pas tout expliquer, mais en gros, de 1945 à 1970, c'est la période la plus rationaliste au sein du Grand Orient de France. Ok, donc la loge Euh, principale. par, par exemple, un quart du Conseil de l'Ordre du Grand Orient, donc le Conseil de l'Ordre, c'est l'organe directeur du Grand Orient de France, qui comprend une trentaine de membres. Et ben, un quart des membres du Conseil de l'Ordre étaient membres de l'Union rationaliste. Et pendant cette période aussi, donc de 45 à 70, on a 2 grands maîtres du Grand Orient de France qui sont membres de l'Union rationaliste. Ok. Voilà, donc c'est pour montrer l'affluence. Et à cette époque-là, l'Union rationaliste, elle est importante. C'est vrai que c'est une structure qui a un petit peu périclité, qui a encore quelques, enfin, Voilà, mis les quelques actuellement, ça membres, a mais 800 membres. ouais, Voilà. voilà, Mais à l'époque, c'était the mouvement rationaliste c'est ça. de l'époque. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, la zététique d'Henri Brock, en fait, elle n'est pas née de nulle part. Bah non, Elle provient d'un courant de pensée rationaliste porté par l'Union rationaliste, c'est ça. qui a été créé effectivement en 1930. Après, on a la FIS qui a pris une sorte de relais. euh, euh, Voilà, c'est ça. La FIS, c'est on va dire un enfant de l'Union rationaliste. Hein. voilà. Alors, donc, les rationalistes, ils existent, ils sont là, on est en France. Mais il y a des courants spiritualistes. Donc là, il faudra qu'on balance quelques noms. Il y a le Ouais. Ah martinisme, oui, du oui. coup, il y a Monsieur Martin et Monsieur Martin. Il y a deux Martins dans l'affaire. Et après, on a le guénonisme, je sais pas le courant guénonien. Qu'est-ce que c'est? Ça apparaît quand? Ça a quel Ok. parfum? Ça, pourquoi? Qu'est-ce que ça contient? Et pourquoi est-ce que Ok. ça a de l'influence à cette époque? Et voilà, à quelle époque on se situe?
En fait, le sous-titre de mon livre, ça s'appelle Martiniste et guénonien contre rationaliste. Ah oui, c'est vrai. Les faits, Et les oui, coulisses, les forces en présence. J'avais oublié cette phrase, cette voilà. ligne, pardon. Et donc, effectivement, dans mon livre, j'explique la lutte entre le courant spiritualiste et le courant rationaliste. Et j'explique que les deux grands poumons spiritualistes, c'est le mouvement martiniste et le mouvement guénonien. Voilà. Donc, on va d'abord parler du courant martiniste, hein, parce que c'est le principal. Donc, le martinisme, c'est quoi? Alors, c'est pas du tout des personnes qui aiment le martini, hein, ça n'a rien à voir. Bon. C'est en fait, au XVIIIe siècle, deux francs-maçons. Donc, il y en a un qui s'appelle Martinez de Pasquali, et surtout l'autre, c'est Louis-Claude de Saint-Martin, qui était le secrétaire de Martinez de Pasquali. Donc, tous deux sont francs-maçons, et en fait, tous deux, Martinez de Pasquali se disait thaumaturge, c'est-à-dire qu'il prétendait faire des miracles. Voilà, un Et il était magicien. mage. Voilà. Voilà, Donc on croit à la magie dans ce courant-là. c'est ça. C'est pas mal. Et en fait, il croyait à la réintégration. Donc ça, c'est très important. Donc c'est quoi la réintégration? Donc en fait, il s'agit de retrouver, donc de réintégrer l'état dans lequel se trouvait Adam avant le péché originel. C'est compliqué, hein. C'est-à-dire retrouver l'état d'un homme-dieu commandant aux créatures spirituelles. Et comment on fait? Pour cela, il faut pratiquer la théurgie. Donc la théurgie, c'est une forme de magie qui permet à l'homme de communiquer avec les bons esprits, d'invoquer les puissances surnaturelles aux fins louables d'atteindre Dieu. Voilà. Donc c'est pour situer les personnages. Ok, donc Mais en fait, leur et ça système, c'est des choses, pardon, ça c'est des choses qui continuent d'être crues telles quelles ou c'est pris oui, en mode allégorique. les deux. D'accord. Les, Ouais, les deux, en fait. voilà. Et donc tout est là. Ok. Voilà. Et donc en fait, leur mouvement, il va vivoter, on va dire. Mais en fait, c'est surtout sous l'influence du mage On Papus. n'a pas dit en quelle année on était, je crois. Donc là, c'est 18e. Donc Donc début mi-18e, on va 1750, dire. 60, Voilà, c'est ça, 1700, 60, oui. 1760 par là. Voilà. D'accord. Mais bon, leur système va vivoter, etc. Et c'est au 19e siècle, sous l'influence du mage Papus, pardon, excusez-moi, qu'un ordre martiniste va se créer et connaître un formidable développement. Et alors moi je glisse un truc parce que mais je l'ai lu chez vous, hein. Papus, de son vrai nom Gérard Encausse, qui était médecin homéopathe, Oui, c'est bien, hein, comme par hasard. comme par hasard, comme de par hasard. Donc effectivement, donc Papus, il est passé par la Société théosophique, il était homéopathe, et par exemple, il a écrit des ouvrages comme par exemple Les arts divinatoires ou Comment on lit dans les mains. Et son principal combat, c'était contre l'athéisme et le matérialisme. Voilà, donc c'est pour Oui, situer à peu près je vois, ce je vois. courant martiniste. Voilà. Mais donc Alors, ça, à juste, l'époque, c'est resté minoritaire. Vous me dites, c'était pas un truc. tout à fait, c'est resté minoritaire. Par contre, dans certaines obédiences, notamment au XXe siècle, le courant martiniste, notamment à la Grande Loge de France, sera très, Influent. Oui. comment dire ça, très influente. Voilà, on Ouais. va dire ça comme ça. Et donc, vous avez, du coup, on évite les noms, mais il y en a un qu'on peut pas rater apparemment, c'est Oswald Wirth, W-I-R-T-H, Wirth. Oui, Oswald Wirth. Il est de quelle origine, lui? Il est français? c'est un français, ouais, tout à Qu'est-ce que fait. c'est que ce Ah, nom, monsieur? Il y a des délit de nom, là? Wirth. Bon, j'arrête les blagues. ça, Ce monsieur-là, ça devrait être interdit, c'est ça? ouais, ouais, j'ai pas ces dates de naissance ou de mort, mais vous en parlez pas mal. Lui, il a écrit un livre très important, apparemment, sur le symbolisme, un manuel, en fait, euh, Oui, il qui a a écrit l'air un des peu manuels de délirant, symbolisme. qui a l'air Ouais. un peu délirant, et qui est utilisé encore aujourd'hui, qui a une influence. Et c'est pour ça qu'on en parle, c'est que ce mouvement-là a accouché d'un manuel qui fait référence, apparemment. Oui. C'est ça, hein. Alors effectivement, Oswald Wirth, il est né en 1860 et mort en 1943. Et en fait, c'était qui? C'était un taromancier, un astrologue, un magnétiseur. Il s'adonnait à la magie et il pratiquait la guérison par l'imposition des mains. Normal, oui. Voilà. Il a été initié à la franc-maçonnerie au Grand Orient de France et ensuite il rejoindra la Grande Loge de France. C'était un ami de Papus et Wirth était aussi membre du Conseil de l'ordre martiniste.
Voilà. Donc c'était un martiniste. D'accord. Il Mais pratiquait des séances de spiritisme, ouais, etc. non, Tout tralala. Et en fait, effectivement, pourquoi j'en parle? Pourquoi il faut le citer? Parce que il a écrit des ouvrages, des manuels de symbolisme, qui sont très recommandés en franc-maçonnerie, et même encore aujourd'hui. Et même au sein des obédiences adogmatiques, comme le Grand Orient de France. et alors ça, moi j'aimerais que du coup on creuse un peu parce que pour montrer ce qui se passe, il y a quoi dans ces manuels qui là j'ai pas d'extrait à vous lire, Ouais, mais vous êtes à l'esprit. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces manuels qui est accepté dans la franc-maçonnerie, mais qui pour un rationaliste a du mal à passer? ok. Alors, peut-être justement une petite précision. Oui, Beaucoup de formations actuellement aiment citer Wirth, mais souvent ils citent des citations, on va dire des citations de ses ouvrages, des citations neutres, on va dire, choisi, c'est du cherry picking. voilà. Mais en fait, derrière, le but, c'est de faire sa promotion et donc ses ouvrages sur le symbolisme. Mais alors, ce que je vais faire, ça va être super intéressant. Je vais vous citer un extrait de son manuel Voilà, et ensuite, je vais vous citer, donc là, ce sera en 1906, des francs-maçons qui ont pour but en fait de lutter contre les réactionnaires, contre les officiers réactionnaires au sein de l'armée en 1906. Ils vont se servir de cette citation de Wirth pour faire une proposition pour démocratiser l'armée. ah, Ok. comme quoi il y a des débouchés qui peuvent être intéressants. Voilà, c'est ça. Donc, je vous cite la citation du manuel de symbolisme de Wirth. Oui, Alors, je cite: s'arrêtant à deux, on se condamne à la lutte stérile, à l'opposition aveugle et à la contradiction systématique. Il faut donc viser à la conciliation des antagonismes en ramenant par le ternaire le binaire à l'unité. 3 devient ainsi un symbole de clarté, d'intelligence et de compréhension. C'est le nombre de la lumière. De là son importance exceptionnelle aux yeux des maçons. Fin de la citation. Donc ça, c'est le manuel de Wirth. d'accord. Et donc maintenant, voici, écoutez bien, hein, le projet grandiose proposé par des frères francs-maçons pour démocratiser l'armée, pour lutter contre les officiers réactionnaires. Donc je cite cette proposition. L'ordre ternaire convient également aux troupes de toutes armes. Donc le régiment aura 3 batteries, 3 bataillons, 3 escadrons. Le bataillon, la batterie, l'escadron aura 3 compagnies. L'exécution des grandes manœuvres aura lieu tous les 3 ans. Le territoire sera divisé en 3 zones, etc., etc., etc. Fin de la citation. Donc, telle est la réforme essentielle, aussi simple qu'ingénieuse, qui assurerait la démocratisation des cadres de l'armée. En gros, en mettant du 3 partout et non du 2, on va résoudre les problèmes de l'armée. C'est pas D'accord. beau ça? Oui, C'est pas sublime? je m'attendais à un projet un petit peu plus, comment dirais-je, cortiqué, un peu plus consistant, un peu plus logique. D'accord. Donc c'est la Trinité. Ouais, moi, je trouve ça sublime, hein, c'est beau, hein. Bon, d'accord. Franchement. Bon, donc du coup, c'est la pensée magique, c'est la pensée des nombres et tout ce qu'on veut, Voilà. qui est influent à travers le manuel. Mais il y a un autre personnage dont il faut qu'on parle un peu, et après on parlera vraiment des mouvements en tant que tels. On aura fini le volet historique. C'est Guénon, René Oui, Guénon, René Guénon. Ouais. qu'on connaît un peu. Moi, je connaissais son nom vaguement. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il vient faire dans notre affaire? Alors, juste pour situer au niveau historique, il est né en 1886 et mort en 1951. Et en fait, c'est le promoteur et le diffuseur de la fameuse tradition primordiale. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, Eh ben, la tradition vous allez primordiale. tout nous expliquer. Voilà. Et alors, il était membre de la Grande Loge de France et il a été martiniste. D'accord. Pour situer aussi, Donc voilà. il arrive Ça sort pas après de- et il a ce lignage-là, d'accord. voilà. Alors, juste pour info, pour situer le personnage, il a été exclu de l'ordre martiniste parce qu'il a voulu créer une association à lui qui est l'ordre du Temple rénové. Oui. Et en fait, à l'insu de Papus, avec 3 amis à lui, il a fondé l'ordre du Temple rénové suite à des séances
Spirit, ou l'esprit de Jacques de Molay, donc c'est le grand maître des Ah, Templiers. oui, c'est bon, Jacques, oui. Et oui, en fait, l'esprit de Malédiction, Jacques de cercle Molay belle. leur avait ordonné, Très, par le très truchement intéressant. d'un guéridon, de ressusciter et venger les Templiers. Ah, c'est ça. En Ah, c'était bref, ça le projet. Ah, oui, voilà, j'étais pas au courant de tout. Ah, c'est un beau projet, ça, quand même. Venger les Eh oui, Templiers. Mais la vengeance, c'est pas un truc de Sith, ça? La vengeance. Parce qu'au départ, oui, c'est pas le bien. troisième film devait s'appeler la revanche du Jedi. Et en fait, c'est devenu le retour du Jedi parce qu'elle dit non, un Jedi, ça ne se venge pas. Et c'est pour ça qu'on a eu la revanche du Sith plus tard, qui faisait pendant au retour du Jedi. Je parle aussi, moi, du truc que je connais. Hein, voilà. Oui, Pardonnez-moi. c'est- D'accord, donc alors, ça, le voilà. projet, c'est vraiment, pardon, là, c'est une parenthèse, mais comme ça je le découvre, c'est vraiment de venger les Templiers, c'est ça le truc? C'est comme ça? Alors, ça, c'est juste pour la création de l'ordre du temple rénové qu'il a voulu créer. Mhm. Et c'est suite à ça qu'il a été exclu de l'ordre martiniste, Oui, parce qu'il crée son truc à lui, quoi, en fait. Voilà, voilà, voilà. C'est d'accord. juste une anecdote, hein, c'est pas. Entendu. Bon. Alors, Et ce donc monsieur Guénon, Guénon, en fait, il s'est fait initier en franc-maçonnerie. Alors ça, c'est important. Bien qu'il considère que la maçonnerie est profondément dégénérée, toutefois, il pense que celle-ci représente une des dernières formes traditionnelles authentiques en Occident avec l'Église catholique romaine. Voilà. Alors pourquoi on parle de René Guénon, hein, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le deuxième poumon spiritualiste au sein de la franc-maçonnerie. Et actuellement, il y a beaucoup de francs-maçons qui s'affichent guénoniens. Voilà, c'est très, donc ça très reste important. d'actualité. C'est quelqu'un qui a encore de l'influence, même si Ouais. il faisait du spiritisme, il parlait avec Jacques de Molay. Voilà. Bon, très bien. Alors, Alors peut-être qu'on peut parler de la notion de tradition primordiale, oui, peut-être, juste oui. pour savoir de quoi on parle, parce que c'est vraiment son dada, c'est son truc. Alors, allons-y. C'est lui qui a popularisé ça. C'est voilà. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Donc selon lui, le premier Adam, donc le Adam de Adam et Ève, hein, émané du divin, a été l'être humain le plus proche de la perfection. Bah, ça me paraît évident, oui. Ah oui. Et donc durant des millénaires qui ont suivi, la nature de ses descendants s'est dégradée de façon continue. La tradition primordiale, de plus en plus négligée, s'est trouvée altérée à mesure que s'opérait l'évolution qui caractérise le cycle actuel qui touche à sa fin avec l'âge noir, l'âge du Kali Yuga que nous vivons. L'âge du quoi? Alors, Kali Yuga. Du Kali Donc Yuga? ouais, le Kali Yuga, c'est le quatrième et actuel âge de la cosmogonie hindoue. D'accord, Voilà, c'est pour info. Kali, K-L-I, Yuga, Y-U-G-A. Kali Yuga. Voilà, On apprend des c'est choses ça. avec la tranche en biais, mesdames et messieurs. Il faut le savoir, hein, c'est Il très faut le important. savoir. Et alors, la franc-maçonnerie, c'est le symbolisme. Donc, qu'est-ce qu'il pense du symbolisme? En fait, pour lui, le symbolisme, c'est le moyen le mieux adapté à l'enseignement des vérités d'ordre supérieur, religieuses ou métaphysiques, c'est-à-dire de tout ce qui repousse ou néglige l'esprit moderne. Là, je le cite en fait. Oui. Et il dit, le symbolisme est tout le contraire de ce qui convient au rationalisme. Donc Sachez-le. d'emblée, voilà, il déclare la guerre. Voilà. Et en fait, il est. Alors je sais pas si il y a d'autres éléments importants sur ce mode de pensée où Oui, juste un truc, en fait, toute sa pensée, elle s'appuie sur rien, sur aucune source. D'ailleurs, il cite aucune source. Mais Lui, il ici, prétend Jacques avoir. de Molay, mais qu'est-ce que vous êtes quand même incroyable. Il a des sources qui sont folles. Il a un guéridon. Qu'est-ce que vous voulez qu'il ait des sources? Non, mais des fois, vous Chez avez des Kemat. questions, vous. Je suis chez Kemat, effectivement. Exactement. Et en fait, officiellement, lui, il prétend qu'il a bénéficié d'une source d'inspiration plus ou moins cachée. Euh, Oui. alors, en fait, bon, Mais elle est cachée où? en fait, il fait part d'une absence sidérante d'esprit critique Oui. dès qu'il s'agit de thèses incontrôlables, notamment le mythe de l'Agartha. Je ne sais pas Ah. si vous en avez déjà entendu parler. Ou un petit peu, mais pour les gens, expliquons. Vous faites ça mieux que moi. Voilà. En fait, il y a un ouvrage de René Guénon qui s'appelle Le Roi du Monde. Et pour ça, pour son livre, il s'appuie sur un marquis qui s'appelle Joseph Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre. Et ce Saint-Yves d'Alvèdre, dans son ouvrage qui s'intitule Mission de l'Inde en Europe,
il révèle l'existence d'une société très secrète qui s'appelle l'Agartha. Et le souverain pontife d'Agartha doit apparaître à la fin du Kali Yuga. Eh oui. Et Agartha, Alors, pour mais ceux en qui fait, se demandent, certains s'amusent à imaginer qu'Agartha, elle est au milieu de la Terre creuse. C'est une cité voilà, c'est ça. Oui, un peu exact. mythique, voilà, et qui serait cachée quelque part. Et être caché au centre de la Terre, c'est quand même le top du top. Donc du coup, ils imaginent ça. Voilà. Ah bah, moi, je creuse mon trou pour y accéder, hein, tous les jours, hein. Oui, bah, on creuse tous notre trou, mais malheureusement, ça finira mal, hein. Euh, Alors, juste pour une petite dernière Finissons. information, Oui. en fait, comme l'a bien montré une spécialiste des matières tibétaines, Marco Palis, le nom d'Agartha est totalement inconnu en Asie. Et personne n'en a jamais entendu parler, ni en Inde, ni en Mongolie, ni ailleurs. Ah, alors, De plus, pardon, le nom, on sait sourcé, c'est Guénon qui l'a inventé ou ça sort de quelque part? c'est Saint-Yves Ah, pardon, d'Alvèdre, oui, c'est oui, dans oui. ce livre, qui le sort, quoi. C'est lui qui l'a inventé, Et en c'est ça. plus, voilà. Et en plus, le nom d'Agartha, il est incompatible avec le sanskrit. Et le titre de roi du monde est une pure fantaisie. Bref, tout est bullshit, Oui, en fait. oui, bah, on a eu la même chose avec, Voilà. avec Von Däniken et les extraterrestres. Voilà, et d'ailleurs, vous en parlez du néo-évémérisme, même de l'anthroposophie est cité dans le livre. Donc on a Oui, oui, tout à fait. tous ces mouvements-là qui, évidemment, quand on lit ça avec notre œil, ça paraît hautement ridicule. Alors pardonnez-nous si notre jugement, voilà, on a de bonnes raisons de trouver ça Soyez ridicule. tolérants, s'il vous plaît. Voilà. Mais c'est pas juste notre œil de 2023. C'est-à-dire que en 1906, et là je pique une phrase que j'ai vue chez vous, le libre penseur Oui, Gustave Thierry, qui était un temps membre de la Grande Orient de France, publie oui, Laïcisons la franc-maçonnerie, et il dénonce tout ça. Donc oui. ça fait plus de 100 ans, c'était il y a presque 120 ans, des gens à l'époque qui disaient mais arrêtez vos conneries avec tout ça. Donc déjà C'est ça. avant 1930 et la période, la génération un petit peu présente voilà, entre 30 et 75, il y a déjà eu un premier mouvement de réaction. Et ça s'est passé comment? C'était quoi le rapport de force entre ce mouvement guénonien et martiniste et les autres? Euh, on, on va dire qu'au début, c'était plutôt le courant rationaliste qui était majoritaire, Ouais. mais le courant spiritualiste avec Oswald Wirth, notamment, le courant martiniste, s'est très vite développé. Et très vite, ils ont pris leurs aises, leur place, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le texte de Gustave Thierry, dont je donne des extraits dans mon ouvrage, il est super important parce qu'en fait, il ridiculise dès cette époque le symbolisme de Wirth, en fait. Et il est super drôle, super intéressant. Vraiment, je le recommande dans l'ouvrage, lisez-le, parce que ça vaut son pesant de C'est cacahuètes, un quoi. C'est débunker vraiment de l'époque, sublime. c'est ça? C'est ça. Et il y Bon, en a eu d'autres par la suite aussi, hein. Il y en a alors eu tout au long, en fait. c'est notre ancêtre et on le salue. Gloire à Gustave Thierry qui nous a quittés en 1928. Alors, je vais citer un extrait de Jules Boucher euh, qui Ah, oui. résume certainement la manière dont le spiritualisme voit les choses encore aujourd'hui. Et après, on va parler voilà, de l'actualité actuelle, de ce qui se passe aujourd'hui. La science Ok. n'est qu'une croyance qui s'appuie sur des hypothèses sans cesse renouvelées. Il est vain et illusoire de lui demander ce qu'elle ne peut donner. Je suis assez d'accord avec ce. La connaissance Oui. spirituelle. L'initié doit pouvoir briser la coque mentale, c'est-à-dire s'évader du rationalisme stérilisant pour atteindre la transcendance. C'est seulement en brisant cette coque qu'il est possible d'accéder à la véritable initiation. Eh oui. Et tout est là, je pense, dans la différence de vision des choses. Cette vision-là, comment elle se manifeste aujourd'hui dans dans l'influence que peuvent avoir différents mouvements dans les différentes obédiences. Qu'est-ce qui se Ok. passe aujourd'hui? Là, alors là, vous avez cité Jules Boucher. Juste un mot vite fait, il était membre de la Grande Loge de France et il était martiniste. D'accord. Eh Et oui. le texte date de 78, donc c'était il y a 45 ans. De 48, 1948. 48? Ah, moi j'ai 78 dans Ouais. ma Non, non, capture. c'est 48. 48. Ah, c'est vieux alors. Ah oui, ouais, ouais.
Et en fait, 75. encore actuellement, je veux dire, les manuels de symbolisme qu'on propose aux nouveaux initiés en franc-maçonnerie, c'est les manuels de Oswald Wirth et les manuels de Jules Boucher. Il y en a d'autres, hein, mais en gros, c'est ces deux-là. Et ces deux-là, comme par hasard, c'est des martinistes. Oui. Donc, Voilà. Bon, c'est juste anecdotique, hein, voilà, mais bon, c'est voilà, comme de par hasard, ils sont martinistes et c'est ce qu'on propose aux nouveaux initiés. Euh, juste pour Jules Boucher, peut-être pardon? une petite citation. Pour Jules Jules Boucher. Boucher, une petite citation. Tout à Ouais, fait, tout à fait. une autre. Donc, il a écrit un manuel de symbolisme maçonnique et il a écrit aussi un manuel de magie pratique. Ah oui. Et en fait, dedans, alors je vais vous faire une petite citation intéressante. Alors, c'est publié en 1941. Que tous ceux qui seraient tentés de se servir de notre livre dans un but lucratif et sans aucun travail réel de leur part, sachent bien que nous lançons contre eux, dès maintenant, une malédiction intense et très puissante dont ils pourront constater les effets dans peu de temps. Fin de la citation. C'est intéressant, n'est-ce pas? Waouh! Bah dis donc, ça fait peur. Donc du coup, on est euh, rassuré, ces pouvoirs-là sont utilisés pour le bien parce que les grands anciens ont placé une malédiction qui empêche de mal exploiter tout ça. voilà. Et dans les ouvrages de Jules Boucher, il cite Louis-Claude de Saint-Martin, Wirth, Guénon, etc., etc., bien sûr. D'accord. Alors, euh, ce livre, il sert à quoi en fait? Une fois qu'on a posé un peu les acteurs et les forces en place, on va arriver après sur le cœur du débat, sur la place du symbolisme et sur comment faire. Mais au-delà de ça, votre livre, on comprend bien que vous décrivez tout ça. Le livre est beaucoup plus riche, hein, il y a beaucoup de détails. Mais c'est quoi le but? Quel est le but? Alors, le premier but, c'est de décrire cette lutte d'influence entre ces deux courants, rationaliste et spiritualiste. En fait, c'est un peu les coulisses, qui est qui fait quoi, quels sont leurs moyens pour agir sur leur entourage, etc. Donc j'ai décrit tout ça à travers plein de thèmes différents et au niveau aussi chronologique. Donc je donne des milliers, des centaines d'exemples. Et tout ça, en fait, cette lutte, alors surtout à partir de 1945, ça n'avait jamais été décrit dans des ouvrages sur la franc-maçonnerie, ou alors décrit en 2 pages avec aucun exemple concret. Alors que là, dans mon livre, je donne des centaines d'exemples, Voilà. des centaines de documents, etc. Enfin voilà, c'est très, très sourcé. Il y a Jimmy Guilleux qui est cité aussi par rapport aux ovnis. Oui, Voilà, sympa. vous Et avez lu aussi sur sur les pyramides, etc., sur oui, Grimaud, voilà. bah, Grimaud lui-même est cité vaguement, mais voilà, enfin, toute cette idée-là de lien, bah, de connexion aux pyramides et aux bâtisseurs, parce que franc-maçon, Ouais. il y a quand même il y a Powell et la revue des magiciens, enfin, il y a tout la Morque, il y a plein de trucs. Alors j'ai pas tout lu, hein, encore une Oui. fois, mais Elisabeth Tessier, la voilà. biodynamie, le rôle du martinisme dans les pseudosciences, ça c'est très important. Donc je parle du rôle du martinisme dans l'homéopathie, dans la parapsychologie, la biodynamie, etc. Enfin voilà, plein de sujets différents, quoi. Ouais. Et donc voilà, ça n'avait pas été rédigé, donc maintenant ça l'est. Ouais. Alors, si jamais des gens voient des erreurs ou des choses, ils vous contactent comment? Parce que comme il n'y a pas d'éditeur, enfin, du coup, question qui se pose, est-ce que vous l'avez écrit tout seul? Je l'ai écrit tout seul, tout à fait. Et effectivement, donc c'est de l'auto-édition. C'est pas un compte d'auteur, c'est de l'auto-édition. Et donc Oui, l'ouvrage, il est disponible pardon, c'est vrai. uniquement sur Amazon. Mhm. Si vous tapez dans Amazon rationalisme et franc-maçonnerie, vous tombez dessus. Et dans ma page auteur d'Amazon, vous avez mon blog. Et donc dans mon blog, vous avez aussi mon adresse email. Donc D'accord. n'hésitez pas à m'écrire. Et même s'il y a un éditeur ou une maison d'édition qui est intéressée, bah, n'hésitez pas aussi. Alors, sous sa forme actuelle de 900, de 700 pages, euh, 730 pages, ouais. c'est compliqué, mais sait-on jamais. Alors, dedans, vous critiquez quand même aussi le mouvement rationaliste en tant que tel. C'est-à-dire que Oui, peut-être qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Enfin, ce brave certains, Gustave oui. Thierry, Certains, il oui. était très Ouais. bon. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire sur le mouvement rationaliste tel... Alors, vous critiquez lesquels? Ceux
des années 30-75, à l'époque où ils avaient un peu de pouvoir et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ou ceux d'aujourd'hui qui sont trop discrets? Les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, en temps précis? Peut-être en citant ok. des exemples d'affaires ou de choses qui se sont passées? Alors, tout à fait. Ça va être très intéressant pour les auditeurs. Bah, on a cité tout à l'heure un extrait du manuel de Jules Boucher, du Mhm. manuel de symbolisme. Je vais vous donner l'avis du grand maître du Grand Orient de France en 1948 sur l'ouvrage de Jules Boucher. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Euh, Voici la citation. allons-y. Je ne crois pas que l'on pouvait traiter les matières de votre livre avec plus de tact, plus de sérieux, plus d'objectivité, et cependant tout ensemble avec une foi maçonnique aussi vive. Voilà un traité qui doit rencontrer dans nos milieux et aussi en dehors d'eux la plus large audience. Fin de la citation. Il est un petit peu Donc dur quand même. Hmm. voilà l'avis du grand maître du Grand Orient de France en 1948 sur l'ouvrage de symbolisme de Jules Boucher. Mais du coup, Ça fait un peu peur quand même. il était pas rationaliste, monsieur. Alors lui, c'est, on va dire, de cette période-là, c'est le moins rationaliste, effectivement. Lui, c'est un peu... Donc, alors, bah, du coup, c'est sert à rien de l'accuser. Il était du camp d'en face. Forcément, il était d'accord. Mais Oui. est-ce qu'on a bon, il y a ces manuels, ces livres qui font référence, mais est-ce qu'on a un exemple historique où vraiment d'actes manqués, où dites là quand même, il y avait Oui. l'opportunité pour les rationalistes de mettre à l'écart des idées, de faire du ménage ou de poser des choses, et ça n'a, parce que typiquement, attendre 2010 pour devenir mixte, par exemple, ça c'est un acte manqué des rationalistes, peut-être qu'ils auraient pu faire des efforts, mais au-delà de ça. Mhm. Alors, euh, je vais vous citer deux exemples d'incohérence de certains francs-maçons qui sont rationalistes. Comme ça, vous allez comprendre en fait pourquoi il y a eu des choses qui ont un peu loupé, on va dire. Mhm. Euh, alors, au convent du Grand Orient de France en 1964. Donc le convent, c'est l'assemblée générale annuelle de l'obédience, hein, pour résumer. Et donc ce convent du Grand Orient de France, il adopte les conclusions suivantes, dont la condamnation de l'occultisme. Donc je cite, l'initiation maçonnique n'est pas l'accession à un corps défini de connaissances cachées concernant la nature ou la réalité surnaturelle, non plus que la disposition de moyens d'action sur la nature basés sur une telle réalité surnaturelle. Par conséquent, toute assimilation inconsciente ou voulue avec l'occultisme constituerait une défiguration majeure de l'initiation maçonnique en tant que telle. Fin de la citation. Donc ça, c'est très bien, c'est parfait. Et ensuite, à ce convent, il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel Ligou, qui était historien et membre de l'Union rationaliste, Ok. qui déclare en fait qu'il est content que cette conclusion en fait condamne l'ésotérisme, etc. Par contre, alors ça c'est très curieux, juste après, il dit, alors je cite, en second lieu, en ce qui concerne les ouvrages de caractère rituel qui ont été édités au cours du siècle dernier ou au début du XXe siècle, j'aimerais qu'au nom du frère Béradide soit ajouté celui du frère Virs. Je suis souvent en désaccord avec le frère Virs, mais je considère qu'il a été un grand maçon sur le plan de l'étude des rituels. Fin de la citation. Donc là, il y a une incohérence, c'est-à-dire qu'on condamne l'occultisme, mais on recommande ensuite les ouvrages d'un occultiste, c'est-à-dire Virs. Oui. Donc là, j'ai beau chercher la logique, je la trouve pas. Là. La C'est voilà une cohérence petite contradiction. voilà. Voilà. Et alors juste un deuxième exemple, parce qu'on va pas, Oui, parce sinon on qu'après en a on va pour des finir, heures. on va conclure. Voilà. Alors je vais vous citer quelqu'un qui s'appelle Jean Delfaux, donc qui est membre du Grand Orient de France, qui est 33e degré, etc. Alors il est membre de l'Union rationaliste et il est professeur d'université. Alors il écrit à propos des rituels maçonniques, donc je cite. Certains maçons ont pu croire à l'éternité des rituels, fruit d'une antique révélation. Les historiens ont montré que tous ces textes ont été écrits, réécrits,
souvent modifiés dans une aimable confusion. Fin de la citation. Donc là, c'est parfait, là je souscris. Mais le plus étonnant sur la plume d'un rationaliste, il écrit juste après, écoutez bien, je cite, une lecture attentive prouve que, en 2 siècles, les rituels ont encore évolué, par exemple avec l'introduction de la Kabbale, une nouvelle structure de réflexion très féconde. Oui. Bon. Fin de la citation. Donc la Kabbale serait pour lui une structure de réflexion très féconde. Vous ne rêvez pas. Oui, bon, Par un rationaliste. on est loin de ce que nous, on considère être une approche raisonnable et rationnelle. Alors, avant Enfin, d'embrayer sur la question finale qui va être, est-ce qu'on peut être franc-maçon en faisant le ménage dans toutes ces choses qui nous paraissent, nous sceptiques, devoir être mis de côté? Parenthèse, pour vous poser une question qui me vient là, ça coûte ouais. de l'argent d'être maçon. Quand on rentre, il faut qu'on lâche 30% de notre salaire. Est-ce qu'il y a, parce qu'il faut financer tout ça, parce que j'ai vu Ah oui. les événements, ça se finance comment? Bon, en gros, on paye, alors ça dépend des obédiences, etc. Mais en moyenne, c'est 400 euros l'année. 400 euros Donc l'année. c'est pas, C'est pas voilà, donc énorme, mais c'est, d'accord, ok. voilà, Alors, moi, c'est pas. je fais une parenthèse en dehors du livre pour dire qu'il y a une actualité. Le Parisien évoque, c'était le 16 octobre, la franc-maçonnerie est très implantée dans la police. Je cite le livre Les réseaux secrets de la police de Frédéric Ploquin raconte le poids, l'influence et les liens obscurs de la franc-maçonnerie dans la police, avec ses effets positifs, mais aussi ses dérives. Un livre décapant machin. Et dans Marianne, Paul Oui, Conge écrit Les liaisons dangereuses peuvent aller loin avec les magistrats et les voyous. Si Frédéric Ploquin enquête à charge, il enquête aussi à décharge, insistant beaucoup sur ce que les valeurs maçonniques ont apporté à la police, un rempart contre la radicalisation d'extrême droite, une civilisation de la profession. Voilà. Donc il y a cette actualité-là. Évidemment, ce n'était pas le oui, thème de l'émission. Donc je précise ouais, ça pour les gens qui verraient qu'il y a une actualité et qu'on n'en parle pas. Oui, parce que le livre n'a pas été écrit dans cette optique-là et c'est pas le sujet. Et on ne peut pas tout traiter. Et quand on fait de la pensée critique en particulier, traiter l'actualité à chaud, ça n'est jamais, c'est rarement une très bonne idée. Voilà. Donc je le cite là. Si vous voulez revenir dessus, je vous laisse quelques instants, sinon on juste, embraye. juste, un petit mot dessus. J'ai parcouru un peu son ouvrage sur Google Hmm. et il y a beaucoup de choses en fait qui sont déjà connues, mais il rassemble tout sur le thème des policiers de la franc-maçonnerie. Hmm. Donc c'est intéressant et en fait il montre quel est le rôle dans la franc-maçonnerie chez les policiers et inversement. Parce que par exemple il montre qu'il y a un grand maître du Grand Orient de France, Monsieur Barouin. En fait, il a été missionné par la police pour infiltrer la franc-maçonnerie. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est. Est-ce que vraiment c'est lui qui a infiltré la franc-maçonnerie ou l'inverse? Enfin bref, c'est des histoires. Moi, je sais pas. Bon, j'ai rien On va pas compris, en parler. mais Ouais, d'accord. c'est compliqué, mais voilà, on va pas. C'est pas le sujet Revenons, d'aujourd'hui. voilà. Mais je voulais l'évoquer parce que voilà, il y a c'est important que vous compreniez qu'on ne peut pas tout traiter sur le pouce, sur l'instant. Sinon, on fait du CNews, quoi. Pff, m'intéresse pas beaucoup. Ouais, Alors, ouais, on ouais, revient ouais. sur le livre et sur le. Alors, est-ce que j'ai. Parce qu'il y a il y a une phrase de conclusion. Je pensais l'avoir écrite, mais je vais la retrouver. Que je trouve relativement forte. Pardonnez-moi, je vais la retrouver. N'est-il pas temps, nous dit l'auteur du livre, Guillaume Michel, que le peu de rationalistes qui restent, donc vous expliquez qu'il y a en gros un heure de gloire des rationalistes et puis que depuis il y en a de moins en moins, donc, n'est-il pas temps que le peu Ouais. qui reste sorte de la franc-maçonnerie, la dénonce et laisse les bourgeois en manque de spiritualité entre eux dans leurs délires irrationnels? Bon, voilà. Donc ça, on pose Là, ça, j'avoue, c'est je suis un peu dur. Je suis un peu voilà, dur c'est là-dessus, la effectivement. phrase un peu dure du bouquin. Et c'est ma question, est-ce qu'on peut faire de la franc-maçonnerie avec son décorum, avec son symbolisme, tout en étant rationaliste? Ou autrement, est-ce qu'on peut rester franc-maçon en se débarrassant de la pensée magique et du symbolisme qui savonne la pente pour une pensée qui est l'antithèse de la pensée rationnelle? C'est une très bonne question. En fait, donc vous l'avez dit tout à l'heure,
pour moi, en tout cas actuellement, le mouvement rationaliste en franc-maçonnerie est minoritaire. Oui. Et même au sein du Grand Orient de France, même si ça dépend des époques, des grands maîtres, mais actuellement, il est plutôt minoritaire. Et en fait, on va parler du symbolisme, parce que c'est le pilier de la Voilà, c'est franc-maçonnerie. ça, ouais. Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les spiritualistes, les francs-maçons spiritualistes, la franc-maçonnerie, c'est une sorte de clé qui ouvrirait les portes d'un monde d'ordre supérieur. Il y aurait des vérités transcendantes qui seraient accessibles via l'intuition, guidées par le symbolisme. Voilà, mais bon, Donc pour certains, ces vérités transcendantes, c'est Dieu, pour d'autres, c'est la magie, etc., etc. Mais du coup, le dilemme pour les francs-maçons rationalistes, c'est celui-ci. Puisqu'il n'y a plus de vérité accessible à l'intuition, allô? pour accéder, Alors, pour y accéder, ça a coupé. Puisqu'il n'y a ah plus de merde, alors vérité. ouais, accessible à l'intuition, Mhm, puisqu'il n'existe pas de monde d'ordre supérieur, mhm. il n'y a plus besoin d'aucune clé pour y accéder, et le symbolisme perd alors sa raison d'être. Oui, c'est une perte de temps. Voilà. Donc du coup, la franc-maçonnerie sans symbolisme, c'est plus de la franc-maçonnerie. Et donc du coup, est-ce qu'il faut maintenir la franc-maçonnerie ou pas? Est-ce que les rationalistes en franc-maçonnerie doivent partir? C'est ça là en fait la vraie question. Qu'est-ce qui resterait de la franc-maçonnerie? En quoi elle serait différente d'un Rotary Club ou ou de ce Voilà. genre de choses? Si on Ce retirait qui le différencie la symbolisme. franc-maçonnerie d'un Rotary Club ou autre, c'est le symbolisme. C'est la prétention de s'améliorer, etc. Voilà, ça c'est une dimension qu'il n'y a pas dans les clubs service. Oui. Alors, je vais vous citer une petite citation d'un franc-maçon rationaliste, en fait, qui dit que des frères et des sœurs se passionnent pour l'occultisme ne nous pose pas de problème. Nous ne partageons pas leur enthousiasme lorsqu'ils planchent sur l'astrologie, la nécromancie ou le tarot de Marseille. Fin de la citation. Donc effectivement, on pourrait se dire que des frères francs-maçons s'occupent d'occultisme, c'est leur affaire. Live Après and tout, let live. Soyons voilà, inclusifs et tolérants. Bon. c'est ça. Mais le problème, c'est ça qui est très important, que je dis dans ma conclusion, c'est que ces frères en question, ils partagent leur passion aux autres frères francs-maçons. Effectivement, un profane qui va arriver en franc-maçonnerie, vierge de toute influence, de toute connaissance ésotérique, il va se faire imposer des lectures sur le symbolisme, l'initiation, etc. Et s'il n'est pas armé intellectuellement, il va tomber à pieds joints dans ces mares ésotériques et irrationnelles, qu'il n'aurait pas connu s'il n'était pas entré en maçonnerie. Et en fait, ce que je dis, c'est que souvent les ésotéristes et les spiritualistes, ils ont besoin des francs-maçons rationalistes et d'inviter des gens sérieux en conférence pour présenter bien et faire respectable. Bah, Alors, le fait est que normalement, autrefois, ouais, on avait des, même si ça reste discret et il y avait des grands noms, on avait fait quelques-uns, des gens des sciences qui étaient francs-maçons et donc qui amenaient ces idées-là. Et ça a un peu disparu. On n'a plus tellement de chercheurs, de profs d'université, je sais pas, oui, d'élite, on entre peut dire un guillemets. petit mot, ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Voilà, De la sociologie de la franc-maçonnerie. voilà, c'est ça. Euh, Au départ, bon, c'est surtout des nobles, des bourgeois et quelques artisans. Et puis petit à petit, ça va devenir principalement des professions intermédiaires, des classes moyennes. Et du coup, effectivement, actuellement, on peut faire cette remarque. La franc-maçonnerie n'est plus productrice d'idées nouvelles, susceptibles de rayonner sur la société et de contribuer au perfectionnement matériel et moral de l'humanité, comme elle a pu l'être dans le passé. Parce que là, pratiquement aucun des grands penseurs ou philosophes Oui, c'est ça. de ces 50 dernières années n'a été franc-maçon. Alors que dans le passé, je vais vous citer quelques personnalités éminentes, franc-maçonnes, Bah, Condorcet, des présidents aussi, oui, oui, voilà. oui, mais surtout par exemple Condorcet, fondateur de la thermodynamique, pardon, excusez-moi, Sadi Carnot, Oui, fondateur de la thermodynamique, oui, Condorcet, Lalande, l'astronome, Laplace, le physicien, oui. Helvétius, le philosophe,
Stendhal l'écrivain, etc., etc. Voilà, donc ça c'est des grands noms. Voilà, et Mais on a ça, fait ça. effectivement, Et c'est... on va pouvoir conclure là-dessus. Enfin, moi, je vous laisserai un mot de conclusion. Mais finalement, ça doit rassurer les gens qui ont qui craignent la franc-maçonnerie ou qui la détestent. C'est que son influence a complètement s'est éteinte, puisque elle n'a plus dans alors, je dis pas qu'elle n'a plus aucun poids, mais sûrement que localement, il y a encore des réseaux pour se faire élire dans certaines régions. Il vaut mieux être franc-maçon, m'a-t-on dit. Mais au niveau national, au niveau des grands projets mondiaux de nouvel ordre mondial, la franc-maçonnerie ne pèse plus très lourd, puisque les intellectuels les plus influents dont la parole porte dans les médias ou ailleurs, bah, ils ne sont plus connectés à ces réseaux-là. Donc c'est rassurant pour ceux qui craignaient que la franc-maçonnerie dirige le monde. Ou alors Ah oui, non, ça c'est encore c'est... un stratagème pour nous faire croire qu'il n'y a pas de complot. Je vous laisse conclure, monsieur Guillaume Michel. D'ailleurs, j'ai reçu mon chèque hier et tout va bien. Tant mieux. Je peux comploter en direct. Non, en fait, effectivement, c'est plus des petits notables dans chaque ville, etc. Mais il n'y a pas de, il y a plus de grands penseurs comme avant. Même s'il y a des gens actuellement de très grande qualité, je dirais pas leur nom parce que voilà. Et en fait, en conclusion en fait de mon ouvrage, je dis quoi? Je dis qu'en fait que la franc-maçonnerie, le but, c'est de s'améliorer soi-même et la fraternité. Hmm. Normalement, c'est une école de liberté pour, on appelle ça réunir ce qui est épars. Parce que dans les constitutions initiales de la franc-maçonnerie, les constitutions d'Anderson, ça dit que la franc-maçonnerie doit être le centre de l'union, le moyen de concilier une sincère amitié parmi des personnes qui n'auraient jamais pu, sans cela, se rendre familières entre elles. Mais alors du coup, c'est quoi le problème? C'est que sous prétexte d'être le centre d'union, que tout le monde puisse se parler, échanger avec des gens et opinions diverses, les rationalistes francs-maçons mettent sur le même pied d'égalité la raison et les délires ésotériques irrationnels, la science et la pseudoscience. Donc voilà, c'est ce que je voulais mettre en lumière dans mon ouvrage. Après, c'est que mon opinion personnelle Oui, voilà, subjective. c'est ça. D'autres ne seront sûrement pas d'accord, mais bon, on laisse l'auditeur seul juge. C'est vous qui étiez l'invité, c'est vous qui avez écrit le livre. Et au minimum, on se pose la question, voilà, avec vous, de est-ce que ces influences-là, euh, peut-être qu'il faut en parler pour en prendre conscience, pour leur apporter une réponse qui, pour l'instant, tarde à venir. Merci d'avoir été avec nous. Donc, je vous rappelle, donc, le livre, vous pouvez le trouver sur Amazon, hein, notre invité l'a dit, et vous pouvez trouver l'adresse de son blog pour lui poser des questions. J'ai bien vu passer plein Sur de la page questions. d'Amazon, hein, tout à fait. Ouais. Mais voilà, les questions, on avait prévu un angle d'attaque et vos questions débordent un peu et on a débordé sur le temps, on a fait plus d'une heure, donc on va s'arrêter là. Mais le sujet de la franc-maçonnerie est intéressant. Si jamais vous estimez qu'il faut un droit de réponse à cette prise de parole un peu à charge de Monsieur Michel, n'hésitez pas à me contacter, c'est possible de le faire dans certaines conditions. Mais voilà, au moins, on a évoqué le sujet sous un angle qui me paraît légitime par rapport à qui on est, c'est-à-dire des rationalistes. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Michel, et à bientôt. Merci Thomas de votre invitation et à bientôt.